Le journal. Au sommaire de cette principale édition d'information de la mi-journée, l'évolution de la seconde vague de la pandémie à coronavirus évoquée hier au cours de la conférence de presse du ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandong. Campagne de sensibilisation menée hier par le ministère en charge de la bonne gouvernance auprès des responsables des administrations publiques, du ministère de l'économie et de la relance. Enfin, les personnes en situation de handicap ouvertes à l'entrepreneuriat, cette volonté de se prendre en charge a donné naissance à un nouveau terme, handipreneur. Ce sont là les titres, les détails dans un instant. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Jeudi 25 février 2021, il est présentement 13h au studio Béatrice Baouli, même heure à Akini. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Je suis Guy David Mbumba, à mes côtés Nelly Mouchogo. Bonjour Nelly. Bonjour Guy David, bonjour chers auditeurs. Ouvrons ce journal avec cette conférence de presse hier après-midi à Libreville du ministre de la Santé. Le docteur Guy Patrick Obiandong est revenu sur la tendance évolutive de la seconde vague de la pandémie à coronavirus. Les détails avec Ahmed Ryan Tiengui. La tendance évolutive de cette seconde vague de la pandémie reste à la hausse, avec un nombre de nouveaux cas en constante augmentation. C'est en ces termes que le ministre de la Santé a débuté sa traditionnelle conférence de presse sur la situation épidémiologique du pays. Docteur Guy Patrick Obiandong. Une pression hospitalière permanente et une augmentation du nombre de décès. Le pic de la première vague, qui en juin était de 2797, a été dépassé ce mois de février. Nous sommes aujourd'hui à 3486 cas et toutes les provinces sont touchées par cette seconde vague. Depuis 48 heures, le pays enregistre de nouveaux cas de décès dus à la Covid-19, indique le ministre de la Santé. Il s'agit de 4 compatriotes qui laissent derrière eux des familles fortement éprouvées par la perte des êtres chers. La Covid-19 n'a pas de visage, ni d'odeur. C'est un ennemi invisible qui peut affecter chacun d'entre nous et entraîner la mort. La dangerosité de ce virus impose à tous une prise de conscience qui passe nécessairement par le respect des gestes barrières, surtout pour protéger ceux présentant des comorbidités. Les décès contre la Covid-19 peuvent être évités si et seulement si nous prenons tous conscience de la dangerosité de cette maladie en se protégeant et en protégeant les personnes vulnérables que sont les personnes qui ont le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'asthme et toutes les autres maladies chroniques qui fragilisent la santé des patients. Les décès peuvent être évitables si nous avons des comportements responsables en nous limitant uniquement aux activités essentielles, car tout manque de vigilance nous expose à une contamination contre la Covid-19. Au sujet du programme de vaccination annoncé, le ministre de la Santé précise que la vaccination se fera de manière volontaire et sur consentement éclairé. Il est à noter qu'à ce jour, l'urgence est d'acquérir des vaccins efficaces pour protéger la population contre la Covid-19, laissant de côté toute considération, car ce qui compte au-delà de tout, c'est la santé des Gabonais. Les responsables des administrations publiques du ministère de l'économie et de la relance sensibilisés sur les mécanismes de lutte contre la corruption à travers la poursuite d'une vaste campagne de sensibilisation. Une campagne menée hier à Libreville par le ministre en charge de la bonne gouvernance qui a indiqué que des sanctions seront prononcées sur tout coupable d'actes de corruption. Achille Mwanda Moussouti. Figurant parmi les plus touchés par la corruption en Afrique, le Gabon n'en finit plus de chercher les solutions permettant de freiner ce phénomène.
C'est dans cette approche que les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux des services, les directeurs généraux, les directeurs, chefs des services et responsables de la budgétisation par objectif de programme du ministère de l'économie et de la relance ont été invités à une gestion transparente de l'économie et la bonne gouvernance des finances publiques par leur ministre de tutelle, Janine Lidi Roboti, épouse Mbou. Sans politique économique stable et débarrassée de toute corruption, nous manquerons de crédibilité, nous découragerons les investisseurs sérieux et ferons la part belle aux passagers clandestins. De plus, plusieurs études ont démontré que la corruption et la mauvaise gouvernance ralentissent l'investissement, freinent la croissance, pèsent considérablement sur la collecte des recettes et renforcent l'exclusion sociale. Le ministre en charge de la bonne gouvernance, Francis Nkeyazigé, a donné les raisons de cette campagne en période de pandémie et défini le concept corruption. Selon Transparency International, la corruption est le détournement à des fins privées d'un pouvoir public confié en délégation. C'est-à-dire que vous détournez ce qui appartient à l'intérêt général pour un profit particulier. Les citoyens ne pouvant pas produire autant qu'ils le faisaient auparavant, il est tout à fait normal qu'on puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas de détournement. Détourner des fonds publics pendant cette période de Covid pourrait être assimilé à un crime contre l'humanité, justiciable devant la Cour pénale internationale. Au terme de cette rencontre, des guides pratiques expliquant les mécanismes de lutte contre la corruption ont été remis au ministre et au secrétaire général du ministère de l'économie et de la relance. Cette opération de sensibilisation sur les mécanismes de lutte contre la corruption va s'étendre au Parlement, au secteur privé et aux agents nouvellement intégrés dans la fonction publique qui seront d'ailleurs invités à déclarer leurs biens. 3 piliers sous-entendent cette campagne. On écoute à cet effet le ministre Francis Nkeyazigé dans ses propos recueillis par Achille Mwanda Moussoti. Il y a la pédagogie. Et dans la pédagogie, vous avez la sensibilisation et la formation. Premier point, la pédagogie. Le deuxième point, c'est le contrôle. Une fois que nous avons déjà sensibilisé, une fois que nous avons déjà formé, c'est-à-dire vulgariser les mécanismes de lutte contre la corruption auprès des administrations publiques, nous procédons au contrôle. Ce contrôle est fait par les inspecteurs généraux des services, mais également par les autres organes, la Cour des comptes, la NAVEA, la nouvelle autorité nationale d'audit et de vérification, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement et tant d'autres. Le troisième pilier, c'est la sanction, c'est-à-dire après avoir procédé au contrôle, après avoir recueilli tous les éléments de preuve de culpabilité et de défiance, nous procédons à la sanction. Et cette sanction, elle ne sera pas seulement pénale pour les agents publics, la sanction sera également disciplinaire et elle pourra aller jusqu'à la radiation des effectifs de la fonction publique. Voilà la démarche. Sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le gouvernement a créé récemment un organisme dénommé Autorité nationale de vérification et d'audit qui a pour but de renforcer la bonne gouvernance des affaires publiques. Peut-il véritablement remplir ses missions? La question a été posée à l'économiste Willy Ontia. Sa réponse dans ce reportage de Guy Karel Boukwama Mongala. Le classement 2020 des pays africains les plus corrompus effectué par l'ONG Transparency International révèle que l'Afrique subsaharienne reste la zone la plus corrompue de la planète, derrière les régions d'Asie centrale et de l'Europe de l'Est. Le Gabon, pour sa part, a enregistré un indice de perception de la corruption de 32 points sur 100 en 2020, ce qui le classe au 27e rang sur le continent et au 129e au niveau mondial. Pour l'expert financier Willy Ontia, il faut agir vite pour inverser la tendance actuelle. Effectivement, tous les indicateurs, dont celui de l'ONG Transparency International, comme celui de Mo Ibrahim et comme l'enquête de la Banque mondiale sur le climat des affaires, toutes ces enquêtes démontrent une tendance de fond, celle selon laquelle le Gabon s'enfonce de plus en plus dans le bas-fond de ces classements-là. Donc la corruption s'empire dans notre pays chaque jour que Dieu fait.
Pour ce qui est des mesures à prendre, l'économiste Willy Antia insiste sur l'urgence pour le gouvernement de rompre avec les états de grâce tout en multipliant des campagnes de sensibilisation sur le phénomène de corruption et de bonne gouvernance. Il faut absolument que le gouvernement applique de manière stricte la réglementation de change, en ce qui concerne notamment les transferts d'argent à l'étranger. Il faut un contrôle sur l'offshoreisation des capitaux, donc le transfert de l'argent du Gabon vers les pays étrangers où on planque de l'argent dans les paradis fiscaux. Les institutions financières de contrôle telles que la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et la Cour des comptes devraient aussi mutualiser leurs efforts pour rendre plus efficaces leurs actions. Mais il faut que le procureur se saisisse et mène les opérations jusqu'au bout. Donc ces organismes, il y a un niveau où elles peuvent investiguer, mais poursuivre n'est pas de leur ressort. Donc il y a là un tir groupé que l'ensemble des acteurs de la chaîne de la lutte contre la corruption doit se coaliser pour former une équipe beaucoup plus efficace. Il est tout aussi important de rappeler que les opérations anticorruption Mamba et Scorpion ont permis à notre pays de se classer premier en Afrique centrale en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Rien à voir avec ce qui précède, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargé des droits de l'homme, Erline Antonella Ndembe Damas, au nom du Gabon, vient de prendre part à la 46e session du Conseil de droits de l'homme à Genève, en Suisse. Le point avec Rokia Amoro Moneme. Dans son discours devant l'organe onusien, la garde des Sceaux gabonaise a en premier lieu insisté sur la protection des mineurs en vue d'améliorer leur situation carcérale et ceux sans acte de naissance, avant de mettre l'accent sur la stratégie mise en place pour garantir les mêmes droits aux femmes et aux hommes. Celle-ci passe par la modification de notre dispositif législatif et réglementaire en matière d'accès et de traitement de travail et en matière d'accès aux ressources économiques. Elle passe aussi par une plus grande sévérité à l'égard des personnes coupables de violences faites aux femmes. Erline Antonella Ndembe a également mis en exergue toutes les initiatives et mesures prises par le gouvernement pour protéger la population contre la pandémie de Covid-19, ce qui lui a d'ailleurs permis d'endiguer les effets pervers de cette maladie qui touche l'ensemble de la planète. Enfin, la ministre gabonaise de la Justice a réaffirmé l'engagement du Gabon à soutenir toutes les initiatives en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme. On parle à présent de ce point presse hier à Libreville du FSC Forest Stewardship Council du bassin du Congo. L'organisme a présenté aux hommes et femmes des médias la norme FSC Gabon et ses activités pour le premier semestre 2021. Plus de précisions avec Pierre-Désiré Mvele-Enam. D'ici la fin de l'année 2022, le Gabon ambitionne certifier toutes ses concessions forestières. Objectif, parvenir à une gestion durable de son écosystème qui devra bénéficier à toutes les générations. Esteban Tora, membre du FSC. La certification sur le processus pour lequel les sociétés forestières puissent à un moment donné commercialiser les produits avec les labels FSC. Ce label qui est reconnu dans les marchés internationaux et que les consommateurs sont en disposition de payer un plus grand prix, un meilleur prix pour les produits certifiés que pour les autres qui ne le sont pas. Pour y parvenir, le FSC a élaboré une norme nationale contenue dans un document de plus de 140 pages qui rentrera en vigueur dès le 15 mars prochain. Des organismes d'audit internationaux vont assurer sa crédibilité sur le terrain. Edwige Ayangafa, consultante nationale FSC. Si on a cette indépendance de la structure qui vient auditer, on est sûr que ce certificat qu'on a accordé a été accordé réellement sur des bases claires et il ne sera aucune contestation. On est sûr du travail qui est sorti de ce document. En collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts, le FSC va poursuivre la réalisation de son programme d'action conjoint au cours du premier trimestre 2021. Le FSC est une organisation non gouvernementale internationale dont l'objectif est la promotion d'une gestion responsable des forêts du monde entier. Nous vous le disions en titre, les personnes en situation de handicap ouvertes désormais à l'entrepreneuriat. Cette catégorie sociale a décidé de se prendre en main. Ils n'hésitent plus à se lancer dans les activités génératrices de revenus. De cette prise de conscience est né un vocable, handipreneur. Le terme désigne l'entrepreneuriat des personnes handicapées.
Juanita Atsam, reportage. Le mot handipreneur, c'est en fait l'association de deux mots, handicapé et entrepreneur, pour définir la personne en situation de handicap qui est entrepreneur. Pour se prendre en charge et sortir de la dépendance financière dans laquelle elles se trouvent, les personnes en situation de handicap se lancent désormais dans l'entrepreneuriat. Les principales activités dans lesquelles évoluent les handipreneurs sont multiples, comme explique Béatrice Zan, responsable de l'ONG Atasandi. Les personnes vivant avec un handicap peuvent intervenir dans tous les domaines. Ici, on les retrouve plus dans les activités génératrices de revenus, dans la transformation des produits alimentaires. Vous savez, par exemple, ceux qui font dans les chips, les croquettes, le lait, la couture et autres. Devenue handicapée à l'âge de 2 ans suite à une poliomyélite, Sandrine Bayoundi, couturière de formation, s'est retrouvée dans l'entrepreneuriat par curiosité, une curiosité devenue par la suite une passion. Ce qui m'amène à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est l'ONG JIA Gabon qui est devenu incubateur et avait contacté la Fédération des personnes vivant avec un handicap. Et là, j'avais postulé, on était nombreux. Et je suis restée la seule et unique handicapée de cette ONG. Et l'entrepreneuriat m'a plu. Et aujourd'hui, j'ai compris ce que c'est l'entrepreneuriat. Pour être plus compétitifs sur le marché, les personnes vivant avec un handicap reçoivent parfois des séances de coaching de la part de certaines ONG. À Ovendo, la mairie de cette commune a tenu un conseil municipal hier. Effectivement, Déli, les conseillers se sont penchés sur le vote du budget de l'année 2021. Gaël Mbimba Okoko était présent pour le compte de Radio Gabon. 2021 serait une année des grands travaux pour la mairie de la commune d'Ovendo au regard des délibérations votées à l'unanimité pendant ce conseil municipal. Le budget primitif de cette année s'élève à près de 4 milliards de francs CFA, un budget orienté essentiellement vers l'amélioration des conditions de vie des populations de cette agglomération. Jeanne Bagou, président du conseil municipal. Comme investissement de cette année, nous avons retenu la voie en pavé, celle qui partira du carrefour Jean-Michel Nzaou au carrefour fromager appelé communément la Carrière. Et ensuite, poursuivre les travaux de la réfection de l'abattoir municipal au niveau de Sogadel et sans oublier bien sûr l'entretien de la ville comme tous les jours. C'est ajouté à cela l'entretien des écoles primaires publiques au niveau de la ville d'Ovendo. Malgré une baisse de 35 millions de francs CFA par rapport au budget de l'année dernière, le conseil municipal, résolument engagé à apporter un développement socio-économique durable, a autorisé le maire à conclure un accord avec une entreprise déjà identifiée pour la construction des logements sociaux. Ovendo tient sincèrement à soutenir et à mettre en application la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cette délibération a été votée, donc nous allons rentrer en négociation avec cette société qui a promis en retour nous apporter la route, l'électricité et l'eau. Vous savez que tous ces éléments-là sont facteurs de développement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, disons, que le président du conseil municipal que je suis, j'ai défendu ce projet devant le conseil et mes collègues conseillers ont été très réceptifs par rapport à ce projet-là. Le maire de cette commune, Jeanne Bagou, annonce être sur le terrain dès la semaine prochaine pour la reprise des campagnes de sensibilisation contre la Covid-19. C'était également hier du côté de la mairie de Libreville la session extraordinaire du conseil municipal de cette commune. Les assises dirigées par le gouverneur de la province de l'Essuaire, Marie-Françoise Dikoumba, ont débouché sur l'élection du 5e adjoint au maire de la commune de Libreville, Marlise Rey-Goubika. Issa Malam Salatou est désormais le 5e maire adjoint de Libreville. Le candidat sous la bannière du Parti démocratique gabonais a été élu avec 103 voix sur 146 votants. Mon espèce d'expression souvent précise, ce n'est que de la joie. C'est la joie qui m'habite. Merci à notre distingué camarade président pour le choix porté sur ma modeste personne, aux responsables de mon parti politique, le PDG, pour le soutien apporté à ma candidature. Le nouveau 5e maire adjoint de Libreville a pour cheval de bataille la politique environnementale du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nous devions mettre en musique la politique communale de M. le Président de la République. Comme l'a dit M. le maire lors de son installation, est axée sur libre
Libreville, ville écologique portée sur le développement durable. Effectivement, c'est un challenge très important. Rappelons que le poste du 5e maire adjoint de la commune de Libreville avait été laissé vacant à la suite de l'élection de l'ancien 5e maire adjoint Eugène Ba, élu présentement au poste de maire central de la commune de Libreville. Une note de nécrologie à présent, quelques semaines après son élection sénatoriale, Philomène Ogula, députée de la 12e législature, secrétaire provinciale de l'UFPDG pour le compte de l'Ogooué-Maritime, est décédée ce mardi 23 février à Libreville. Lauriane Meza. La nouvelle est tombée comme un coup de massue. Philomène Ogula, récemment élue sénatrice PDG pour le compte de l'Ogooué-Maritime, est décédée mardi 23 février 2021 dans un hôpital de Libreville. La faucheuse vient arracher à la ville de Port-Gentil et au département de Benjé une digne fille. La nouvelle du décès s'est répandue comme une traînée de poudre dans la province. Parmi les multiples réactions, celle de Chantal Mébalé, secrétaire générale adjoint chargée de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. Pour parler du décès de la camarade Philomène Ogula, déléguée provinciale UFPDG Ogooué-Maritime, je dirais tout simplement que le PDG en général et l'UFPDG en particulier viennent de perdre une militante de première heure, une pionnière de l'UFPDG, une battante, une femme engagée. Je souhaite tout simplement que le Dieu Tout-Puissant l'accueille dans son royaume. Sur sa page Facebook, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Éric Dodo Bougenza, a également réagi sur le décès. Il adresse au nom de sa formation politique les plus sincères condoléances à la famille douloureusement déplorée. Une immense perte dans un pays où la présence des femmes au poste de décision constitue une priorité pour les plus hautes autorités. Philomène Ogula est née le 2 avril 1958. À sa mort, elle occupait la fonction de conseiller du directeur général de la Sogara. L'actualité à l'international, c'est avec vous Arnaud Ondo Ngozogo. Bonjour Arnaud. Bonjour Guy David. La Centrafrique soulagée après ses discussions au Cameroun pour réclamer le transport routier. Oui, la reprise du trafic à la normale sur le corridor de ravitaillement est très important pour la Centrafrique. En plus de l'approvisionnement du pays, il s'agit de faire rentrer les taxes dans les caisses de l'État. Les recettes représentent environ un tiers du budget du pays, selon le ministre des Transports qui s'est rendu à Yaoundé et sa délégation pour rencontrer les autorités camerounaises. L'objectif numéro 1 de cette visite était d'apporter des garanties aux autorités et au secteur des transports camerounais. Depuis la mi-décembre, le trafic sur le corridor de ravitaillement était bloqué. En Côte d'Ivoire, les partisans de Laurent Gbagbo annoncent le retour de l'ancien président en terre ivoirienne en mars prochain. Oui, l'information émane de Assoa Adou, qui l'a annoncé hier devant les dizaines de cadres du Front populaire ivoirien survolté. Selon le secrétaire général du FPI, l'ancien président Laurent Gbagbo sera en Côte d'Ivoire mi-mars prochain. Il sera avec nous, a-t-il lancé. Assoa Adou se défend toutefois de vouloir forcer la main des autorités et reproche au gouvernement de faire traîner les choses en longueur. Assoa Adou dit avoir eu au téléphone Laurent Gbagbo. Il lui aurait demandé justement d'annoncer sa date au cadre du parti réuni à l'occasion de la création d'un comité national d'accueil. Terminons cette page étrangère par le Mali. Oui, le procès d'Amadou Aya Sanogo a repris ce jeudi. Le général est jugé avec 12 autres militaires bérets verts, non pas pour avoir renversé l'ancien président Amadou Toumani Touré, mais pour avoir massacré 21 militaires des bérets rouges, restés fidèles à l'ancien président et qui avaient été retrouvés dans un charnier près de Bamako après avoir tenté un contre-coup d'État. Merci à vous Arnaud Ondo Ngozogo pour toutes ces nouvelles. La page sportive avec vous, Frédéric Nancy Pagna. Nous débutons tout de suite avec la restructuration du mouvement sportif gabonais. Le ministère des Sports met les bouchées doubles pour lancer son nouveau programme. Oui Nelly, 2021 peut être l'année d'un nouveau départ pour le sport gabonais. Dans son projet de réforme, le ministère des Sports exige désormais aux fédérations nationales de s'arrimer aux standards internationaux et de respecter le cahier des charges pour bénéficier de la subvention de l'État. Le ministre des Sports, Franck Guéma, fixe le cap pour les prochaines années. Il est au micro de David Maguena. Les fédérations sportives qui veulent
avoir l'accompagnement financier de l'État doivent remplir le cahier des charges, signer le contrat d'objectifs et de performance et les fonds vont arriver. L'État est prêt à débloquer la subvention nécessaire pour leur programme d'activité nationale. Il suffit simplement qu'elles rentrent dans le cahier des charges, dès qu'elles sont en conformité avec ce cahier des charges, et le déblocage commence. L'accompagnement financier de l'État se résume à une subvention que l'État va octroyer à la fédération sportive en fonction de son programme d'activité nationale qui devra être validé par une assemblée générale. Donc ce programme va nous permettre de voir quel niveau de contribution l'État devra faire. Parce qu'il s'agit d'une contribution, je précise, parce que l'État ne peut plus tout faire comme avant. Eh bien, comme dans plusieurs pays aujourd'hui, l'État apporte sa contribution pour pouvoir permettre le développement des activités sportives dans les différentes fédérations. En football, on parle en bref de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans et de la Coupe de la Confédération CAF. Oui, la CAN des moins de 20 ans Total Mauritanie 2021 se poursuit avec les quarts de finale. 2 affiches au programme aujourd'hui. Cameroun-Ghana au stade olympique de Nouakchott à 16h, Burkina Faso-Ouganda au stade municipal de Nouadhibou à 19h et en Coupe de la CAF, dernier match de barrage au programme cet après-midi. Namungo Football Club de Tanzanie accueille la formation angolaise de Primeiro de Agosto. L'équipe tanzanienne a fait un énorme pas vers la phase de groupe après avoir battu à l'extérieur le club angolais 6-2 au match aller. Ligue Europa, 16e de finale, retour aujourd'hui. Les clubs des internationaux gabonais pourront-ils décrocher leur billet pour les 8e de finale? On sera en début de soirée. Arsenal de Pierre-Emerick Aubameyang et le Benfica s'affrontent en Grèce, tout comme l'aller. Le match retour est délocalisé à cause des réglementations sanitaires en vigueur au Royaume-Uni et au Portugal. La semaine passée, les deux clubs se sont quittés sur un nul, un but partout. 10e du championnat est déjà éliminé de la FA Cup et les Gunners mis sur l'Europa League pour sauver une saison bien terne. Idem pour Benfica, pas mis en championnat avant d'affronter Arsenal, 4e au classement. Le club portugais reste sur 2 matchs nuls. Petit avantage tout de même pour Arsenal grâce à son but marqué à l'extérieur. Et à 21h, on retrouvera un autre Gabonais en 16e de finale. Retour de la Ligue Europa. L'Étoile Rouge de Belgrade de Kanga Gelor se déplace pour affronter le Milan AC. Un déplacement difficile pour le club serbe qui a réussi à l'aller arracher le nul dans le temps additionnel, 2 buts partout. Le club du milieu gabonais, large montée du championnat, aura du mal à surprendre de nouveau son adversaire, 2e de la Série A. L'AC Milan fait partie des outsiders de cette édition de l'Europa League et a tous les atouts pour décrocher une place en 8e de finale. Merci à vous. Nancy Pagna. Voilà, madame, monsieur, c'est ainsi que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant, le rappel des titres. L'évolution de la seconde vague de la pandémie à coronavirus évoquée hier au cours de la conférence de presse du ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiandon. Campagne de sensibilisation menée hier par le ministère en charge de la bonne gouvernance auprès des responsables des administrations publiques du ministère de l'économie et de la relance. Également dans ce journal, les personnes en situation de handicap ouvertes à l'entrepreneuriat. Cette volonté de se prendre en charge a donné naissance à un nouveau terme, handipreneur. Réalisé ce journal, Tian Davila Lengimini à la technique, Thierry Roignan à la régie d'antenne Emerance Kakomi. Ce journal a été confectionné par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. David Mbumba, c'est moi, j'étais accompagné de Nelly Mouchogo. À demain, s'il plaît à l'Éternel.